Retour en direct de la cave de Lugny qui célèbre cette année son premier siècle d'existence. On va maintenant parler de Bulle de Bourgogne avec cet excellent crément. À mes côtés, Bernard Neveu et Stéphane Garrigue pour accueillir deux nouveaux invités. Agnès Vito qui est vigneronne et présidente de l'Union des producteurs et élaborateurs de créments de Bourgogne, et Vincent Pernaut qui est vigneron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors juste avant de parler et zoomer sur évidemment cette belle région et sur les créments de Bourgogne, Bernard, de façon générale, est-ce que les Français sont de plus en plus amateurs de bulles, quelle que soit l'origine des bulles? Alors ça c'est certain, il y a quand même beaucoup plus de consommateurs de bulles, toutes régions confondues. La Bourgogne tire évidemment son épingle du jeu. C'est des vins qui ont une fraîcheur, une finesse de bulles de plus en plus, et il y a un travail surtout qui est fait, qui est impressionnant. Il y a pas qu'une seule cuvée de crément. Voilà, là par exemple quand j'ai fait la dégustation tout à l'heure de toutes les cuvées qui sont présentées, on voit qu'il y a on monte vraiment en gamme, on cherche à faire de la qualité. Donc c'est un grand bravo pour ça. Et est-ce que tous les créments sont pas aussi un peu aidés d'un point de vue prix par les prix parfois prohibitifs du champagne? On achète plutôt par carton, effectivement. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. On achète au carton parce qu'effectivement c'est un super rapport qualité-prix. Et en plus on n'est pas déçu par la qualité. Donc, Le prix du kilo de raisin en Champagne, il est à combien? Juste un kilo? On est largement au-delà de 10 €, quoi. Ça a baissé, là. Ouais, ça a un peu baissé, quoi. Baissé. C'est quand même complètement fou. On va peut-être parler aussi avec Agnès. Racontez-nous, parce que le crément de Bourgogne, comment on fait pour l'élaborer? Est-ce qu'on a des raisins et pof, il y a des bulles? Exactement. Alors pas tout à fait, c'est un tout petit peu plus long. On va ramasser d'abord les raisins à la main. C'est la seule appellation qui a l'obligation de vendanger à la main. Donc c'est une appellation très stricte au niveau des vins de Bourgogne. Ensuite, on va vinifier un vin comme un vin tranquille. On appelle ça tranquille quand il n'y a pas de bulles. Donc on va presser, on va faire une fermentation alcoolique qui va nous donner de l'alcool et du gaz bien sûr, mais là on veut de l'alcool. On va transformer le jus de raisin en vin. Et ensuite, on va refaire une seconde fermentation. Et cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, c'est de garder le gaz pour faire la pétillance. Et cette mise en bouteille dans laquelle on va ajouter des levures et du sucre pour que les levures mangent le sucre et fassent du gaz et de l'alcool, va nous donner de l'effervescence. C'est ce que l'on appelle la méthode traditionnelle, appelée méthode champenoise, mais en Champagne uniquement. Oui, uniquement pas en Bourgogne. Ouais. Et au total, la Bourgogne, ça représente combien on va parler un peu de chiffres, de bouteilles, de pétillants, de créments, d'excellents créments de Bourgogne, ça représente au total, hein? Au total, on a 26 millions de bouteilles maintenant. 26 millions de bouteilles, quoi. Oui. Et la tendance, elle est à la hausse? Elle est à la hausse, oui. On est une des seules appellations qui tient bien la route dans les effervescents, puisque le Prosecco, nos principaux concurrents sont le Prosecco, bien sûr, et le Champagne. Et nous, on tient bien la route par rapport à ces deux appellations-là. Vincent, vous êtes surpris de l'engouement depuis de nombreuses années pour les créments de Bourgogne ou pas? Non, car c'est un produit de qualité. Ça fait nous la cave de Lugny en a toujours produit. Ouais. Et on sentait que les marchés étaient à la hausse quand même, quoi. Est-ce que c'est plus compliqué d'élaborer un crément qu'un vin sans bulle? Au niveau viticulture, il faut plus produire quand même, puisque les rendements en jus sont beaucoup plus compliqués. Ouais. Il faut 1,5 kg pour faire 1 litre de vin effervescent. 1 litre, une bouteille? 1 litre. 1 litre, d'accord. Alors qu'on peut être entre 1,2 kg et 1,3 kg pour un vin tranquille. Ouais, donc c'est plus compliqué, quoi. Et donc la technicité, donc vous dites, vous êtes très fort, vous, mais pour les gens normaux, ils peuvent... Je suis pas très fort, j'ai un vignoble qui me permet d'avoir des meilleurs rendements. Ouais, c'est ça, quoi. Je suis sur des sols profonds, avec des vignes qui n'ont pas de problème de maturité. Ouais. Donc ça permet de faire des créments. Stéphane, on rappelle peut-être les marques de créments de Bourgogne, de cette maison, de la cave de Lugny. La marque principale, c'est la marque Saint-Charny. On a à peu près 8 cuvées ici disponibles à la cave et en CHR aussi. On distribue aussi. CHR, ça veut dire quoi? Café, hôtel, restaurant. Voilà, on est distributeur sur ce circuit aussi, mais on fait aussi la grande distribution. Le crément de Bourgogne, pour nous, ça explose sur les marchés anglo-saxons. En Angleterre, on voit vraiment un engouement pour ces créments de Bourgogne. Il y a un peu de bruit, Stéphane, mais nous sommes dehors dans les vignes. Il y a un avion qui passe. Il vient de charger quelques caisses de créments de Bourgogne. J'espère qu'il va oser. Et alors la gamme de prix, donc ça va combien vous dites pour les bulles? Je pense que c'est pas assez cher. On expliquait la difficulté de faire du crément de Bourgogne et nous on commence notre premier prix c'est à 10 € et on va jusqu'à 20 €. Mais on l'a dit. Prix client consommateur. Oui, prix client ici en boutique c'est. Agnès, c'est pas assez cher?
Ça pourrait être plus cher par rapport au process qui est très long, à la matière première qui est dure à produire. Le rendement en Bourgogne, on fait pas des rendements énormes. Notre moyenne, c'est 63 hecto-hectares, ce qui est très correct. Donc, il faut valoriser ça. Le process est long. Le temps d'élevage minimum, c'est 12 mois avant de pouvoir le commercialiser. Et les gens commercialisent bien au-delà, puisque les cuvées prennent du vieillissement, on monte en gamme, donc le vieillissement fait partie de la montée en gamme, donc tout ça, ça a un prix, une valeur, donc il faut valoriser, oui. Et puis on a le terroir bourguignon. Absolument. Vincent, il y a une notion de millésime, donc vous avez également des vins millésimés, et alors si oui, comment vous faites pour choisir une année en disant cette année, on met l'année? On dirait qu'on choisit plutôt une cuve plus qualitative pour la mettre en millésimé. D'accord. Mais vous faites pas des millésimes chaque année, si? Normalement, si. Ah, chaque année. Donc chaque année, il y a forcément une parcelle géniale, quoi. C'est ça que vous voulez dire? On arrive toujours à la trouver. Ouais. Et ça, c'est important, c'est-à-dire sur les ventes, Agnès, en général, c'est le millésime, ça représente quoi, 10% des ventes peut-être? Oui, c'est ça à peu près, je pense. Oui, on n'a pas évalué, mais ce sont des petits volumes, mais qui commencent à peser. Et puis il y a le millésime, il y a les lieux-dits qui sont mis en valeur aujourd'hui. Oui. On va bientôt pouvoir le faire sur les. Ça c'est bien, non? Donc ça c'est génial. Ouais. Pour la valorisation, c'est génial. Ouais. Oui. Et alors le rosé, le crément rosé, Stéphane, il y a du rosé partout là. Est-ce que pas tant que ça par ici, en tout cas, du moins on en fait un peu, on en a, mais on est quand même les spécialistes du blanc de blanc. Le blanc de blanc, c'est quand c'est 100% chardonnay, on peut mettre un peu d'aligoté, mais 100% chardonnay. La cave de Lugny est le premier producteur de chardonnay, donc on se doit d'être quand même fer de lance sur le blanc de blanc. Donc oui, pour nous, c'est vraiment les productions les plus importantes en chardonnay. Bernard, avec bulle ou sans bulle, le phénomène rosé, ça vous perturbe? Parce qu'il y a plein de régions qui font plus de vin blanc, plus de vin rouge, qui font que du rosé. Là, c'est une catastrophe, non? Non, moi ça me dérange pas. Non, moi je trouve ça bien, justement. L'important c'est que la Provence, le consommateur, faut suivre le consommateur. Alors faut même l'anticiper, effectivement. Mais moi Mais comment expliquer cet engouement, d'ailleurs, qui est plus un engouement, c'est une valeur sûre maintenant pour le rosé? C'est quand on sait pas trop quoi choisir? Oui, et puis c'est aussi la simplicité, l'envie de boire quelque chose de frais, de fruité, de facile, d'immédiat. Oui, on plaisir se pose pas de questions, quoi. Ouais, Stéphane? Oui, non, pourquoi pas. Le rosé, on accepte, hein. Nous, c'est pas vraiment une production importante à la cave de Lugny, voilà, mais pourquoi pas. Ouais, c'est marginal. Agnès, l'international, au niveau des créments de Bourgogne, la consommation, donc vous dites quoi, 25 millions de bouteilles à peu près? Oui. Au total? Oui. Entre la France et hors de France? Alors, l'export représente 51% maintenant. D'accord. Des créments de Bourgogne, donc ça prend une grosse ampleur. Oui. Et les pays scandinaves sont très intéressés. On a les États-Unis, alors ça baisse un petit peu en ce moment, forcément, mais on a également la Grande-Bretagne, et puis l'Allemagne. Voilà, et l'Italie. L'Italie aussi, ils adorent. Énormément de bulles, et pourtant ils adorent le crément de Bourgogne. Le phénomène du prosecco, là, vous le suivez quand même, parce que d'un point de vue marketing pur, c'est génial. Hein. C'est dur de dire ça, mais c'est génial, non? C'est génial. Alors il y a de gros moyens. Il y a de gros moyens, et puis la région prosecco augmente de plus en plus. Hein, si vous regardez le nombre de bouteilles commercialisées, croît, et la région d'origine s'étend. Oui. Alors nous, la Bourgogne, on peut pas l'étendre, donc forcément, au niveau volume, on peut pas, on lutte pas. Et après, c'est pas du tout le même process de fabrication du tout. Ouais, nous, on a une seconde fermentation en bouteille, ce qui est pas du tout le cas des prosecco. Mais on va les remercier quand même, parce que je pense que c'est eux qui ont tiré un peu la catégorie et les effervescents par le haut. Hein. Voilà, ils ont ouvert à tout le monde. Avant, c'était le champagne, c'était un peu exclusif et réservé. Maintenant, les prosecco, on dit non, les effervescents, c'est disponible à tout le monde. Donc allez-y goûter. Et les créments de Bourgogne se sont enfoncés dans la brèche et ont proposé des créments de qualité accessibles. Tous ces producteurs prosecco, ils sont quoi? Ils sont géniaux ou ils sont insupportables? On n'est pas en concurrence, j'estime qu'on non, c'est un autre produit comme dit Stéphane. Vous en vendez, vous, Bernard, dans votre établissement, du Prosecco et puis surtout du crément de Bourgogne, parce que on n'est pas là pour les deux. On vend les deux. Bon, on en parlait justement hier. Ouais. Effectivement, on fait un peu de Prosecco, mais plutôt sur nos établissements en Italie. Évidemment, ça a du sens, ou du Franciacorta. Mais sinon, non, on a aussi des créments de Bourgogne sur la carte des établissements du CAS. Ouais. Ça, c'est bien ça. Agnès, ça peut se conserver ou pas des créments de Bourgogne? Et en bouteille, on peut les attendre combien de temps?
On peut attendre autant de temps que l'on souhaite, en fait. Il faut le goûter régulièrement et il y a des cuvées qui sont plus faites pour le vieillissement, mais un crémant peut parfaitement vieillir 48, on peut imaginer 4 ans, 48 mois, oui. 48, pas an, mais 48 mois, et on peut voir 3, 4, 5 ans, 6 ans. Donc ça veut dire que en bouteille, prêt à être vendu, ça se continue à se bonifier et le goût évolue, quoi. C'est ça. Et ça donne quoi, Bernard, un crémant qui a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, quoi. On a toujours le côté pétillant, mordant, ou alors on tend plus vers du vin. Alors évidemment, l'effervescence va s'affiner un petit peu, et la bulle va perdre un peu son énergie, son dynamisme, et on va évoluer au tout début, quand on prend la bouteille de crémant, on sort de la cave de Lugny, on aura quelque chose de très floral, le côté fleur blanche, la vivacité, le côté citronné, et puis plus le temps va faire son œuvre, et on aura une bulle effectivement donc plus fine, et des arômes qui seront peut-être un petit peu plus pâtissiers, et ensuite jusqu'à la fin, on va dire, de sa courbe de vie, peut-être un peu plus truffé, pour accompagner finalement différents moments de la vie de cette bouteille. Oui, non, je pense que il y a une vraie évolution dont on parle très bien Bernard. Une vraie évolution qualitative. Je pense que le crémant de Bourgogne était un peu le passager clandestin de la Bourgogne pendant de nombreuses années. C'est une jolie expression. Ouais, et puis on arrive maintenant à se positionner comme un acteur majeur, une appellation significative en Bourgogne. Agnès, température de service, parce que c'est pareil, quand on voit des gens qui les balancent à 4 degrés, faut les flinguer, ces gens, non? Surtout pas les flinguer peut-être, mais on peut leur dire non. Alors ne faites pas ça, l'arôme va être complètement fermé. En fait, c'est comme un vin tranquille. Il faut que les arômes se développent. Donc, à la température, je dirais 8 degrés. Voilà. Donc, vous conseillez à 8 degrés, quoi. C'est pas mal. Oui. Vincent, vous êtes d'accord avec Agnès? De toute façon, il faut toujours être d'accord avec Agnès, quoi. Oui, il faut toujours être d'accord. Non, mais vous conseillez pas trop froid, quoi, parce que ça. Non, pas trop froid. Non. N'importe quel vin, de toute façon, trop froid. Et les autres vins de Cluny, donc hors bulle, peut-être Stéphane ou Bernard, vous les conseillez combien, les blancs, les rouges, à quelle température? C'est vrai que 8 degrés c'est bien. Après, faire attention, le volume de vin servi dans les verres. Si on sert un grand volume de vin dans le verre, ça va remonter très vite en température. Donc, vaut mieux se resservir régulièrement pour maintenir une hydratation parfaite. Bon, très bien. Et Stéphane, pour terminer, donc est-ce qu'on a déjà aujourd'hui, là, au mois d'avril, tout début avril 2026, une estimation de ce qu'on va pouvoir avoir en vendange, ou alors c'est vraiment beaucoup trop tôt, quoi? Non, pas du tout. On l'a clairement, puisqu'il faut enregistrer toutes les surfaces, et là, on s'aperçoit que on a une motivation à nos viticulteurs à enregistrer des surfaces en crémant, parce que il y a de la demande, il y a de la dynamique, et puis il y a de la qualité. Génial. Merci beaucoup. Merci Agnès Vito, Vincent Pernaut, Coralie Gaguin, également Bernard Neveu. Un grand merci à vous, Stéphane Garrigue, de nous avoir accueillis pendant ces 2 jours dans cette super cave de Lugny qui fête ses 100 ans. On l'a répété plusieurs fois. Un clin d'œil aussi aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec passion. Merci également à Emma Herzog qui a préparé cette émission, ainsi que la partie technique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr et les réseaux sociaux, et on se retrouve samedi prochain. Ça sera à 13h pour une nouvelle émission, toujours délocalisée avec la maison Nicolas, leader historique en France des cavistes conseils depuis plus de 200 ans. D'ici là, excellente suite de dimanche, bon déjeuner, restez sur Sud Radio, et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.